Facebook. Facebook, c'est sur mon compte et non la page, parce que vous savez que la page a eu un souci, donc on est en train de la récupérer et de la certifier totalement. Donc, pour le moment, on utilise le compte. Donc, vous allez sur le compte Ferdinand Haïté, vous allez suivre le live là-bas, sur Facebook, sur le compte directement. Vous avez aussi sur YouTube l'alternative. Donc, on le met également sur YouTube, alors je vous parle. Et puis sur TikTok, là où nous sommes déjà à 1200 sur TikTok actuellement, où nous mettons aussi sur le compte l'alternative. Ce serait désormais ainsi, ce serait à partir de notre studio virtuel que nous allons désormais faire nos lives avec tous nos techniciens qui, pendant que je développe un sujet, ils partageront des vidéos, des images d'illustration, des vidéos, des sons pour que le live soit plus vivant, pour que le live soit plus interactif. Et donc, voilà, nous progressons tranquillement dans ce projet-là. Et vous savez, à la rédaction de l'alternative, notre force, c'est qu'on travaille. On travaille beaucoup, on n'écoute pas les gens, on n'écoute pas les ragots. On se met à travailler et pour nous, c'est le résultat qui compte. Si nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le travail que nous sommes arrivés là. Et c'est une équipe formidable. Hein, il y en a ceux qui sont visibles, il y a ceux qui ne sont pas visibles. C'est une équipe terrible, formidable. Et je tiens à leur rendre hommage pendant ce live-là. Il n'y a que Ferdinand et Isidore que vous entendez souvent, mais derrière, c'est toute une équipe qui travaille, des experts, des techniciens, des gens qui se battent pour que ce projet qu'on a lancé depuis bientôt 18 ans, qu'on puisse continuer par le porter. Et donc, voilà, et je vous souhaite tous la bienvenue pour le live de ce dimanche. Donc, pour résumer, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez nous suivre sur le compte Ferdinand Haïté. C'est le compte, c'est là où vous avez l'image où je suis derrière moi, il y a un cheval, c'est l'arrière-plan, il y a un cheval. Et vous pouvez suivre le live directement sur YouTube. Vous pouvez le suivre également sur TikTok. Donc, on émet immédiatement sur les 3 canaux. Il y a quelqu'un qui nous a demandé la dernière fois dans le test, si on ne peut pas le faire sur Twitter et tout ça, bon, on n'a pas voulu trop surcharger les canaux que nous avons réservés dans le studio virtuel. On se contente des 3 réseaux en attendant, des 3 canaux en attendant, et je pense que ce serait largement suffisant pour nos compatriotes. Donc, j'espère que tout le monde va bien, vous vous portez bien, et donc c'est reparti pour peut-être 2 heures, et peut-être un peu plus, sur l'actualité nationale. Et quelqu'un m'a rapporté commencer le live de ce dimanche par une interpellation d'un compatriote qui vit dans un quartier vers Adido Gomé qu'on appelle Apedokwe Boumame. Je pense que c'est un quartier qui est dans la zone de Ebomaf, dans cette zone-là. Et ce compatriote m'a demandé de parler de ce quartier parce que c'est une zone qui n'a pas été approuvée par l'urbanisme. Et dans cette zone-là, les lotissements ont été faits de façon anarchique. Les autochtones ont vendu les terrains de façon anarchique. Et il arrive que vous vous retrouvez avec des gens qui ont des maisons au beau milieu de la rue et des gens qui ont toutes les difficultés à circuler, à faire rentrer leurs véhicules dans leur maison. Et cette personne m'a dit que, entre-temps, la mairie de Golf 7 était passée regarder la situation et avait voulu dégager certaines maisons anarchiques en mettant des inscriptions sur les maisons. Et depuis, la mairie a disparu. Et donc, cette zone est une zone très, très, très difficile d'accès. C'est difficile de circuler. Ça favorise aussi les cas de vol parce que comme la zone n'est pas bien assainie, bien urbanisée, comme le lotissement est fait dans le désordre total, ça favorise aussi l'insécurité, le vol et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il me parle de Adido Gomé, Apedokwe Boumame. Et visiblement, c'est tous les quartiers périphériques de Lomé qui ne sont pas approuvés. Je ne sais pas à quoi sert le ministère de l'Urbanisme. Dans mes petites investigations, j'ai appris qu'au ministère de l'Urbanisme, il n'y a qu'un seul urbaniste, un urbaniste stagiaire qui seconde l'urbaniste principal, et puis après, les autres, c'est des géographes. Et c'est quand même incroyable pour que dans un pays comme le Togo,
qu'on ait au ministère qu'un seul urbaniste, alors qu'on devait en avoir dans toutes les mairies. Maintenant qu'on fait la décentralisation, on devait mettre à la disposition des mairies, des urbanistes, des paysagistes, des géomètres de haut niveau, pour pouvoir maîtriser le cadastre communal. Mais là, tous les quartiers qui sont dans la zone, dans la périphérie de Lomé, Segbe jusqu'à Zanguera, à Pesito, ce sont des zones qui ne sont pas véritablement approuvées. Et donc, les gens construisent comme ils veulent. Les rues sont tracées selon la volonté des géomètres et parce que le monsieur m'a demandé de dire sur le cas de Apedokwe-Bomami. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce premier sujet-là. Le second point que je voulais évoquer, je vous avais déjà parlé de la phase active de l'autoroute Abidjan-Lagos qui traverse notre pays de part en part, qui traverse notre pays sur le plan de la largeur. Et je vous avais dit qu'il y avait déjà des études qui étaient en cours, des délégations qui passaient de temps en temps au Togo. Il y a un communiqué même que j'avais partagé à l'époque et les gens m'ont interpellé pour dire est-ce que je peux leur donner le tracé de la route, l'autoroute Abidjan-Lagos qui traverse notre pays. Et moi, je n'avais pas. Je sais que la route, elle sort par Mouépé, à la frontière de Mouépé. Elle passe par Corvier, elle continue. Mais je n'avais pas une idée réelle du tracé de cette voie express 2x3. 2x3, la voie express de la CEDEAO. Vous savez que c'est une zone économique assez importante pour non seulement les 5 pays de la côte, mais aussi pour les partenaires. Donc, les partenaires sont en train de mettre de l'argent pour que Abidjan et Lagos soient reliés par une autoroute express. Et cette zone-là, c'est plus de 70, voire 80% de l'économie du commerce régional, cette zone, les 5 pays-là. Et donc là, actuellement, il y a une mission qui est là. Il y a une mission qui s'occupe de cette tracé de l'autoroute qui est là dans notre pays jusqu'au 10 avril. Et j'espère qu'à la fin de la mission, ils vont pouvoir faire une conférence de presse pour indiquer définitivement aux acquéreurs dans cette zone-là, ou aux propriétaires, ou aux collectivités, le tracé de la route et éventuellement les questions d'indemnité. La route, elle rentre par Mouépé, l'autoroute de la CEDEAO. Ça n'a rien à voir avec le contournement que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec le contournement. C'est carrément une autre voie qui rentre par Mouépé, et je ne sais pas à quel endroit justement de Mouépé, qui passe par Corvier, qui sort par Thévier, Tablibo, je crois bien, Tablibo jusqu'à Agomé, je ne sais pas si Agomé Seva ou Afanya, et ça rentre au Bénin par le Mono. Donc, il est important que les autorités togolaises puissent communiquer sur le tracé de la route, de cette route express de la CEDEAO, afin que les acquéreurs ou les collectivités qui seront impactés par cette route-là puissent prendre les dispositions afin que les gens ne se mettent pas à commencer par implanter des projets. Parce que si vous avez, parce que la zone de Mouépé, Kovji, tout ça, c'est des zones où beaucoup de gens achètent des terrains pour des projets. Et donc, si on a une voie de 3 mètres, une voie de 2x3, une voie de 2x3, une voie express, ça veut dire que peut-être c'est 100 mètres, ou je ne sais pas, de largeur, et ça va impacter beaucoup de gens. Et donc, il faut informer la population pour que les gens, d'ores et déjà, puissent prendre les dispositions. Ceux qui ont des petits projets ne commencent pas par implanter des projets pour que demain, on vienne les dégager en disant, voilà, il y a une route qui passe par ici, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas mettre une ferme, vous ne pouvez rien faire. Donc, je vous rappelle pour le moment ce que je sais, la route express de la CEDEAO, elle rentre par Mouépé, elle passe par Corvier, elle sort par Thévier, Tablibo, Afanya, Agomé-Glozou. C'est ce que je sais pour le moment. Bon, après, on verra de façon beaucoup plus précise le tracé réel et chacun pourra avoir une idée de l'impact
hein, et sur la question des indemnités de cette autoroute-là, express de la CEDEAO, Abidjan, Lagos, qui fait 1000 km. Voilà ce que je peux vous dire aussi. Alors, ça, c'est les deux premiers sujets que j'ai voulu aborder rapidement. Alors, il y a un compatriote qui m'a parlé de parler de AMU, mais je ne parle pas trop souvent de AMU parce que je n'ai que des informations parcellaires. J'ai invité des syndicalistes, j'ai invité quelques amis à nous donner des informations. Les gens sont un peu hésitants. Donc, lorsque j'aurai collecté suffisamment d'informations sur AMU et maîtriser la technicité même de ce qui se passe, je pourrais en faire, je pourrais y consacrer un sujet, hein, au moins une dizaine de minutes pour parler de AMU et de tous les problèmes que les Togolais rencontrent, tous les fonctionnaires, par rapport à cette assurance-là qui fait grincer beaucoup de temps. Voilà ce que je peux dire sur AMU. Alors, je voulais aussi placer un mot, sinon dire deux ou trois choses sur le permis de conduire. J'ai reçu aussi beaucoup, ça fait quand même plusieurs fois que je reçois des gens qui se plaignent. Oui, le live est sur mon compte Facebook, pas sur la page, mais sur le compte. C'est du même nom, c'est le même nom. Voilà, pour ceux qui ne se retrouvent pas. C'est sur Facebook, mais le même nom. Alors, je voulais parler du permis de conduire parce qu'il y a pas mal de compatriotes qui se plaignent. Les gens m'ont écrit inbox par rapport à la lenteur, hein, qu'ils rencontrent au niveau du permis de conduire, au niveau du service de transport routier. Et sur cette question-là, je pense qu'il y a un manque criard de communication. Et moi, c'est ce que je reproche souvent à nos autorités, le fait de ne pas communiquer. Hein, quand on gère un pays, il faut de temps en temps communiquer. Il y a un ministère, hein, il y avait un ministère chargé des transports, et je pense que c'est ce ministère et les autres services connaissent qui devaient communiquer sur le souci lié à la délivrance à temps du permis de construire. Mais comme personne ne dit rien, moi, je vais vous dire ce qui se passe et je pense que le problème va être réglé. Mais je vais vous dire le souci qui se passe au niveau du permis de conduire, pourquoi les gens n'ont pas à temps le renouvellement ou leur permis, pourquoi il y a cette lenteur-là. Vous savez que le permis est l'un des documents sécurisés, tout comme la carte nationale d'identité, le passeport, les cartes grises et tout ce que vous pouvez imaginer, les actes de naissance, les cartes de séjour et tout ça. Et le permis et donc tous ces documents-là sont des documents qui sont imprimés par des services spécialisés et qui font certainement un travail ils font un travail je ne sais pas comment le dire, mais ils font un travail de recoupement, voilà, pour voir s'il n'y a pas du faux et tout ça. Et donc, il se fait que tout ça est centralisé au niveau de la DGDN. La DGDN, c'est la Direction générale de la documentation nationale. Et c'est le service qui s'occupe de la délivrance des passeports et des cartes d'identité. Et j'ai eu à vous dire plusieurs fois que le permis de conduire, je vous ai dit plusieurs fois que la DGDN est d'abord un service de renseignement. C'est pour ça qu'on l'appelle la Direction générale de la documentation nationale. C'est un service de renseignement. C'est vrai que c'est eux qui délivrent les passeports, les cartes nationales d'identité, les cartes de séjour, et tout ça, mais c'est d'abord aussi un service de renseignement. Parce que c'est pour ça que quand des gens font des fraudes sur la nationalité, des fraudes sur les actes de naissance, quand ils arrivent à la DGDN, ils sont parfois bloqués parce que c'est un service de renseignement. Et donc,
Lorsque le Togo avait décidé de moderniser son passeport, de faire le passeport biométrique, comme nous n'avons pas la technologie, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, c'est le Canada, je pense depuis les années 2000, qui a gagné ce marché-là et qui fait imprimer, qui a installé les logiciels qui impriment nos passeports et nos cartes d'identité. C'est un logiciel intégré qui est géré par une société canadienne qui a la licence et qui a formé des Togolais, des agents au niveau des services des passeports qui impriment ces genres de documents. Et donc, je pense que c'est depuis les années 2000 que cette société canadienne intervient au Togo et elle continue d'intervenir. Et donc, c'est la seule société qui permet aujourd'hui d'établir les documents sécurisés. Et donc, quand vous allez déposer une carte d'identité dans un commissariat, on ramène tout ça au service des passeports, c'est-à-dire la DGDN. Et le passeport, vous allez directement faire le dépôt à la DGDN. Mais la carte d'identité, vous pouvez le déposer dans un commissariat. On achemine tout à la DGDN et c'est la DGDN qui les imprime, et qui les fabrique, les imprime et on les ramène dans les commissariats où vous allez les chercher souvent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il se fait que les permis de conduire aussi, aujourd'hui, sinon depuis un certain temps, sont aussi imprimés par la DGDN. C'est-à-dire, la direction des transports routiers, je ne sais pas comment on appelle ça, la DTRF, je pense, elle collecte les demandes d'établissement des permis ou de renouvellement de permis. Elle n'a pas encore le matériel pour l'imprimer. Elle envoie tout ça à la DGDN. Et c'est la DGDN qui imprime et renvoie ça au service des transports routiers. Sauf qu'au niveau de la DGDN, ils sont débordés parce que c'est eux qui font les passeports, c'est eux qui font la carte d'identité, c'est eux qui impriment les cartes de séjour, c'est eux qui impriment les cartes grises, c'est eux qui établissent aussi les visas pour les étrangers qui arrivent. Et donc, ces gens-là, ils sont aujourd'hui totalement débordés et au point où, quand ils doivent même imprimer les choses, ils donnent la priorité d'abord à leur propre secteur parce qu'eux aussi sont sous la pression des gens qui ont déposé les passeports, les gens qui ont déposé les cartes d'identité. Donc, ils impriment d'abord les leurs avant d'imprimer aussi ce qu'ils doivent envoyer à la direction des transports routiers. Donc, voilà la raison pour laquelle l'établissement des permis de conduire ou leur renouvellement prend de plus en plus du temps. L'idéal ou le souhait qu'on aurait dû, le souhait qu'on peut faire, c'est que la DTRF aussi puisse disposer de son matériel de façon autonome et sécurisée et imprime directement les permis à son niveau, plutôt que d'envoyer les documents à la DGDN. Et puis, quand on envoie les documents à la DGDN, ça leur permet aussi de faire une double vérification, c'est-à-dire, avant d'imprimer les dossiers, eux, ils vérifient encore. Si par malheur, les informations que vous avez fournies pour faire le permis ou le renouvellement de permis ne correspondent pas aux informations qui sont sur votre carte d'identité, ils bloquent le dossier, ça tombe dans le contentieux. C'est pour ça que je vous dis, c'est un service de renseignement, c'est un service de recoupement d'informations. Donc, voilà ce qui se passe dans le traitement, surtout l'impression des permis de conduire et qui retarde parfois le processus et qui font que, bon, aujourd'hui, les gens graissent les dents. Il y a une hyper-centralisation de tout ce système d'impression avec ce logiciel canadien au niveau de la DGDN. C'est ça qui, aujourd'hui, donne une surcharge d'activité à la DGDN et qui empêche que, bon, on ne puisse pas livrer à temps au service des transports les permis. C'est aussi ça les limites de la souveraineté. Vous savez, quand nous crions sur tous les toits que nous n'allons pas recevoir des ordres d'ici, on est souverain, on ne nous parle pas comme ça, alors que vos documents de souveraineté, les logiciels qui permettent d'établir vos documents de souveraineté, ces logiciels-là, aujourd'hui, c'est une puissance étrangère qui vous vend le matériel. Et sans cette puissance étrangère-là, vous ne pouvez pas l'imprimer. Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel-là.
Donc, c'est ça aussi les limites. Quand nous crions que nous sommes souverains, nous ne formons pas les experts, on ne forme pas les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de l'informatique et de tout ce que vous pouvez imaginer. On n'investit pas dans ces genres de secteurs qui sont assez porteurs et qui font partie de plus en plus de la sécurité mondiale. Nous investissons dans la bière, dans l'alcool, dans les fêtes. Et après, on se plaint que les autres sont en avant. On dépense des milliards à payer les autres parce que c'est le logiciel que le Canada nous a vendu depuis des années 2000. On continue de payer. Ça veut dire que si vous payez le passeport à 30 000, peut-être qu'il y a 15 000 qui partent directement au Canada pour payer les concepteurs de la machine. Donc, voilà comment ça se passe. Et voilà la seule chose, l'explication que je peux vous donner par rapport à l'établissement du permis de conduire qui est de plus en plus lent. Ce n'est pas la faute directement de la DGDN, ce n'est pas la faute aussi de la DRTF, mais c'est juste un problème de disponibilité des appareils et des individus qu'on doit former pour faire en sorte qu'on puisse délivrer les documents à temps. Le Togo, c'est quand même un bout de pays, nous sommes 8 millions. Et donc, si on n'arrive pas à délivrer les documents rapidement, si on était 20 millions, 30 millions, vous imaginez ce que ça va être. Donc, je pense que de temps en temps, il y a les autorités qui suivent ce live-là. Ils prendront les mesures nécessaires pour que les permis dont les gens ont besoin leur soient délivrés à temps. Parce que les gens qui n'ont pas à temps leur permis, ils se font embêter en circulation par la TSR. Vous voyez, ils se font embêter en circulation par les policiers qui, eux, ne comprennent pas trop pourquoi le gars a un permis provisoire, il n'a pas un permis définitif, ou bien il a juste une attestation, il conduit avec une attestation, on arrête les gens, on les verbalise, alors que, bon, ce n'est pas la faute aussi des citoyens. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette question du permis de conduire, en espérant que les autorités vont faire diligence pour que ce problème de disponibilité des appareils d'impression et du personnel formé soit réglé le plus rapidement possible pour qu'on puisse délivrer les permis de conduire le plus rapidement possible aux citoyens qui en ont besoin et qui attendent. Merci. Enchaîner avec la nouvelle de la libération de Madame Madame Agba Bertin, Madame Françoise épouse Feu Agba Bertin. Et je pense que il y a de cela dimanche, il y a de cela une semaine ici, j'ai fait un live dans lequel j'ai interpellé un certain nombre de personnalités, de responsables, à la fois politiques, religieux et judiciaires, des hommes politiques, des avocats, des prêtres, des gens que je connais, dont je connais plus ou moins la proximité avec le défunt, des hommes politiques aussi. Et vous savez que à chaque live, j'essaye de parler de tous ces prisonniers-là, les gens qui sont en prison depuis un certain nombre d'années et qui ne connaissent pas leur sort. Je parle souvent de tous ceux qui sont connus et inconnus. Vous connaissez la liste, les Jean-Paul Omolou qui tapent 3 ans ou 4 ans en prison. La dernière information que j'ai eue, c'est qu'il est sérieusement malade et voilà. Et ensuite, il y a ce jeune homme qu'on a arrêté il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle Afesio. Il y a les jeunes de Tigre Révolution qui sont en prison depuis bientôt 6 ans ou 5 ans. Il y a même les gens qui sont dans le régime ou bien proches du régime, qui ont été arrêtés pour des questions, nous-mêmes on peut imaginer, les Pachanya Sibé, les Chalazumaro, tous ces gens-là qui sont en prison. Donc je parle souvent d'eux. Et la dernière fois, j'avais mis un point d'orgue sur Madame Agba, dont tout le monde connaît l'état de santé, et j'invitais ceux qui ont encore une conscience dans ce pays-là à pouvoir agir pour que cette dame puisse retrouver la liberté.
Bon, je ne dirais pas que c'est mon live qui a fait, qui a provoqué le déclic, mais toujours est-il que la semaine qui a suivi, et donc ce vendredi, Madame Agba a recouvré la liberté. Les tractations ont commencé jeudi après-midi avec des instructions qui ont été données de qui vous savez, hein, les instructions qui ont été données de qui vous savez. Et puis, ça a été une course folle pour qu'elle puisse sortir rapidement de prison. Et donc, le jeudi, jusqu'à tard dans la nuit, elle n'a pas pu sortir parce que le procureur n'était pas dispo et tout et tout. Et donc, finalement, c'est vendredi, dans la matinée, que les formalités ont été faites. Et elle a pu retrouver la liberté, en tout cas une liberté sous contrôle judiciaire, comme ils ont l'habitude de le faire à Lomé là-bas pour lier les gens. Et je pense que sa sortie est conditionnée de plusieurs points, certainement interdiction de sortie du territoire, présentation peut-être chaque début de semaine à la justice pour signer un registre, et peut-être une interdiction aussi de parler du dossier. C'est comme ça qu'on nous a fait aussi dans notre cas. On n'avait plus nos passeports. Quand on avait eu des problèmes avec les ministres pasteurs là, ils avaient plus nos passeports, interdit de sortir du territoire, et puis un certain nombre de points qu'ils ont évoqués. Et je pense que ça doit être les mêmes conditions pour cette dame-là, cette pauvre dame, qui est malade et qui avait besoin d'aller se soigner et d'aller faire sa chimio et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est elle seule qui est sortie pour le moment. On attendra de voir si le petit frère de son mari défunt et leurs cousins aussi vont pouvoir sortir, je n'en sais rien. Mais il y a des choses que je peux partager avec vous ici. Il y a des choses que je ne dirai pas pour le moment. Vous savez, le journaliste, c'est aussi ça. Il y a ce qu'on lâche pour l'instant, il y a ce qu'on garde parce qu'il y a eu des trucs avant cette libération que je ne vais pas dire tout à l'heure. Donc, le plus important, c'est qu'elle est libre et elle pourra se soigner. Bon, si elle est interdite de sortir du territoire, l'essentiel, au moins, elle a regagné sa maison et puis, bon, elle peut faire intervenir à son domicile un médecin indépendant pour pouvoir évaluer l'état de sa santé. Et si le médecin juge que les infrastructures au Togo ne permettent pas de la soigner sur place, le médecin peut demander son évacuation pour être soigné à l'extérieur. Donc, moi, je voudrais juste saluer tous ceux qui se sont mobilisés sur cette question-là. Nos amis qui ont multiplié les lives, nos amis des TikTokers, des gens qui sont engagés aussi, activistes comme nos amis du Train de la Liberté, qui ont consacré toute la semaine sur cette question après mon live. D'autres personnes également qui ont récupéré ce sujet-là et qui ont interpellé directement la personne de Faure Gnassingbé. En réalité, la justice, c'est lui. C'est lui qui décide dans le pays, qui est en prison, qui ne reste pas en prison. La preuve, c'est lui qui a donné les instructions et on a commencé par courir de gauche à droite. Ça veut dire que, en fait, nos juges ne servent pratiquement à rien. Nos juges, c'est des individus qui sont dans les bureaux sur des questions d'ordre politique qu'eux-mêmes appellent là-bas les dossiers signalés. Donc, c'est le magistrat suprême. Quand on dit magistrat suprême, ça ne veut pas dire qu'il est magistrat de formation, mais c'est un terme générique qu'on emploie pour un chef d'État qui est au-dessus qui est le garant de l'indépendance de la justice. Donc, c'est lui qui donne les instructions, qui doit être en prison, qui ne doit pas être en prison. La preuve, quand il a donné les instructions, ça a couru dans tous les sens. Ça veut dire en fait qu'on n'a pas de justice dans notre pays et que les juges ne sont que des instruments qui sont dans leur bureau et quand on appuie, on leur dit d'aller à gauche, ils vont à gauche. Quand on leur dit d'aller à droite, ils vont à droite. Et c'est ça qui doit être très inquiétant pour nous parce que, voilà, ça veut dire que tant que la personne n'est pas de bonne humeur, tant que le monsieur n'est pas décidé à relâcher quelqu'un, la personne peut pourrir en prison. C'est ça qui est extrêmement grave.
C'est ça qui est extrêmement grave dans le cas d'espèces du Togo. Et c'est pour cela que je dis souvent que tout le monde est en danger. Et tout le monde est en danger parce que si demain, on décide de vous arrêter, de vous jeter en prison, selon les humeurs qui viennent d'en haut, aucune justice ne pourra vous libérer. Aucun juge ne pourra vous mettre en liberté parce que le juge, il reçoit des instructions d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas accepter qu'en 2025, dans un pays comme le Togo, la justice puisse fonctionner selon le bon vouloir de l'individu. Parce que dans la Constitution, il est dit que la justice est rendue au nom du peuple togolais. On n'a pas dit que la justice est rendue au nom de Faure Gnassingbé. Non, on a dit que la justice est rendue au nom du peuple togolais. C'est au nom du peuple togolais que les juges, ils rendent justice. Mais aujourd'hui, on peut enlever cette phrase-là et mettre à sa place, c'est au nom de Faure Gnassingbé, comme si on était dans une monarchie. C'est au nom du roi. C'est le roi qui vous fait grâce. C'est le monarque qui vous fait grâce. C'est lui qui dit, je te pardonne, vous pouvez le libérer. Je ne te pardonne pas, vous pouvez rester en prison le plus longtemps possible. Et ça, personne n'échappera à ça. Si des gens comme les Kpacha Gnassingbé sont en prison aujourd'hui, depuis 15 ans, vous êtes qui? Si les gens comme les Félix Katanga sont en prison aujourd'hui, vous êtes qui pour échapper à ça? Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Et donc, la leçon que moi je tire, par exemple, de cette histoire de la famille Bertin-Agba, tout le monde sait, en tout cas, certaines personnes savent que ce dossier est monté de toutes pièces, puisque moi-même, je suis dans le dossier et les PV que j'ai pu lire, le mandat d'arrêt que j'ai pu regarder, c'est des trucs farfelus, montés de toutes pièces. Et donc, on monte des choses comme ça, on jette les gens en prison, on détruit leur vie, et c'est devenu une méthode de plus en plus pratiquée au Togo. J'ai appris qu'on a arrêté des gens à Lomé et qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire des gens qui sont des opérateurs économiques, on veut les fragiliser, ou bien on veut arracher leur business pour donner à d'autres personnes, ou bien il y a une mauvaise concurrence, on invente des histoires et puis on prend des gens, on les jette en prison, et puis on dit, voilà, c'est une question de sécurité nationale. Aujourd'hui, c'est sécurité nationale, terrorisme. Et puis les gens se retrouvent en prison, on récupère leur business, on donne à d'autres personnes et la vie continue. Et c'est comme ça que quand un pays devient le repère des gangs, une mafia métastasée, c'est comme ça que les gens se comportent. C'est-à-dire, à tous les niveaux, il y a des pôles de décision où quand vous êtes dans un couloir, vous menacez les intérêts de quelqu'un qui est dans un autre couloir, on vient, on vous abat ou on vous dépossède de votre bien, on vous jette en prison. Les arguments pour vous jeter en prison, il y en a toujours. Il n'en manquera jamais. Il y en aura toujours. On vous jette en prison, on reprend vos affaires et puis la vie continue. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le cas de Madame Françoise, épouse Feu Agba Bertin, et remercier ceux qui se mobilisent, ceux qui se sont mobilisés, tous ces gens-là qui ont multiplié des lives pour le cas de cette pauvre dame-là, parce que nous voyons l'injustice qu'elle subit comme nous-mêmes, notre propre injustice. Quand vous voyez comment sont traités vos semblables, vous pouvez comprendre que demain, si vous êtes dans leur situation, c'est pareil, c'est ce qu'ils vous feront. Et donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cette situation-là. Et nous allons continuer par prier pour que Madame Agba Bertin puisse retrouver, comme je le disais tantôt, la liberté totale. Voilà la photo que la régie est en train de mettre. Et voilà, donc voilà la photo que la régie est en train de mettre. Voilà la photo de la dame. Et j'espère que, bon, elle va pouvoir aller se soigner tranquillement. Et merci à vous tous. Et nous continuons par insister pour que les autres prisonniers d'opinion, ceux qui sont gardés injustement, contre leurs droits, contre leur volonté, contre les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, contre les décisions de la justice togolaise et qui sont toujours maintenus dans les lieux de la détention, que ce soit ceux qui sont gardés à la gendarmerie, à Agbalépédo là-bas. Je veux parler de Jean-Paul Omolou, dont on m'a dit
que quand tu le vois, il a beaucoup dépéri, son état de santé est inquiétant. C'est normal pour quelqu'un qui est en détention isolée. Il est même en détention isolée depuis 4 ans, je pense déjà. Et ensuite, les éléments de TIC Révolution, qui sont la prison civile de Lomé et qui sont là-bas depuis 6 ans, 7 ans. Le dossier a été clôturé et ils attendent d'être jugés. Et puis, le dernier qui a été arrêté, M. Soukor Diafessio, qui est aussi à la prison, plus tous les autres prisonniers. Nous devons continuer par taper sur le tambour parce que, comme j'ai eu à le dire, le crime se nourrit du silence. Le bourreau, quand vous ne criez pas sur lui, il ne bouge pas. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, et ça continue toujours aussi dans nos villages, vous voyez le pervier, quand l'épervier veut se saisir d'un poussin, à un moment donné, on crie sur l'épervier. On crie sur l'épervier, les gens crient sur l'épervier, les gens crient sur l'épervier, et l'épervier, à un moment donné, a honte. Hein, il lâche le poussin et il continue son chemin. C'est pareil pour les dictateurs. Les dictateurs, tant que vous ne les dénoncez pas, tant que vous ne criez pas sur eux, tant que vous ne les exposez pas, tant que vous n'exposez pas leurs crimes, leurs dérives, ils vont continuer par tuer, ils vont continuer par maltraiter les gens, ils vont continuer par jeter les gens en prison. Mais dès lors que vous commencez par crier sur eux, ils sont sous pression et ils finissent par lâcher du lest. Donc, je pense que sur le cas de Jean-Paul Omolou, surtout lui qui est là dans une situation un peu incertaine, il faut continuer par évoquer son cas, crier pour que ceux qui l'ont privé de liberté et qui refusent de le juger depuis 3 ou 4 ans puissent décider de faire autre chose. Voilà ce que je voulais dire sur le cas de Madame Françoise Agba-Bertin et merci à tout le monde. Là, on va parler de Gilbert Bahara. Avant qu'on n'évoque le cas Gilbert Bahara, le cas Gilbert Bahara sera traité sur 2 aspects. D'abord, son annonce que c'est Faure Gnassingbé, son annonce avant l'heure, même si on connaissait le secret de Polichinelle, c'était un secret de Polichinelle, que c'est Faure qui sera le prochain président du Conseil, comment ils appellent ça, le PC, le président du Conseil des ministres dans la nouvelle Constitution. Et ensuite, il a fait un aveu sur comment ils recrutent les gens dans les concours. Et voilà, donc je voudrais que la technique nous joue les deux extraits des vidéos là, et puis après je vais commenter. Ce sont les aveux de Bahara lui-même. Merci. Je vais continuer en attendant que les sons n'arrivent. Je pense que beaucoup de compatriotes ont déjà écouté la déclaration de Bahara lors de la fête Sintou Djandjagou. Je pense que c'était ces jours-ci dans la préfecture de Toufelgou. Je ne sais pas, je pense que c'est à Niamtougou à Défalé, mais il a pris la parole en tant que l'un des grands cadres du milieu pour faire un discours avec toutes les belles paroles à l'endroit de son bienfaiteur Faure Gnassingbé. Et au cours de cette sortie-là, Bahara nous informe que on le savait déjà, mais il le dit de façon officielle maintenant que, voilà, merci beaucoup, c'est à Défalé. Donc, il le dit, merci dans les commentaires, c'est à Défalé. Simtu Djandjagou, c'est ça. C'est la fête traditionnelle de nos frères de la localité là-bas. Voilà. Il le dit officiellement. Il y a un acropole qui est en train d'être érigé. Nous savons que lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et de fils de Toufelgou sont intégrés dans la fonction publique au sein des forces de défense et de sécurité. Alors, cette fraîcheur de ce matin, voilà.
On a essayé les techniciens essaient de couper un peu les déclarations. Bon, ils essaient de reconnaissance infinie. C'est une des déclarations. Envers le président de la République, notre prochain président du Conseil, Foreso Zimna Nyasingbe. Nous tous, tout à l'heure, en venant à cet endroit, et malgré que le... Voilà la première déclaration qu'il a eu à faire, qu'on a essayé de couper. Il dit qu'il voudrait témoigner à l'endroit de M. Faure Gnassingbé une gratitude infinie. Faure Gnassingbé, le prochain président du Conseil des ministres. Et donc, les institutions de la République, c'est-à-dire le Sénat et le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ne se sont pas encore réunis pour élire la personne qui devait assurer les fonctions de président du Conseil des ministres, donc PCM, que Bahara le dit avant les institutions. Même si nous savions que c'est Faure Gnassingbé qui devait assumer cette fonction-là. On le savait déjà, c'est un secret de polichinelle. Mais le fait qu'un ministre puisse brûler la politesse, puisse brûler le protocole aux institutions qui sont habilitées à choisir cette personne-là et va l'annoncer dans une manifestation populaire dans sa région, vous voyez le respect qu'on a pour les institutions. Ça veut dire que Bawara, le ministre Bawara, il est même au-dessus du Congrès réuni, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et leur propre Sénat. Il va faire une déclaration pour annoncer que le prochain Premier ministre ou président du Conseil serait Faure Gnassingbé, alors qu'il revenait à ces deux institutions-là de se réunir pour choisir la personne. Vous voyez bien qu'on est dans un cas de violation systématique du protocole et ensuite des responsabilités qui sont assignées à toutes les institutions. Donc là, les Togolais, vous n'avez plus de doute, votre prochain Premier ministre, qui ne sera ni un élu de quartier, ni un élu d'un village, ni un élu d'une circonscription, ni un élu d'une préfecture, d'un canton, sera Faure Gnassingbé qui sera à la tête du gouvernement et aura tous les pouvoirs de dissoudre ceux qui, eux, sont élus. Donc voilà, donc j'ai développé par ça la dernière fois en vous parlant de l'allégorie du pape et des cardinaux en partant du fameux primus inter pares. Voilà. Et donc Bahara, comme sa bouche ne porte pas caleçon, il a dévancé les événements. C'est tant mieux. Donc voilà ce que je voulais dire sur la première déclaration de Bahara. La deuxième déclaration, qui, elle, est extrêmement grave de mon point de vue. Chacun pourra avoir son avis, mais je trouve que c'est grave venant de la part d'un ministre de la fonction publique, quelqu'un qui devait veiller fondamentalement à ce que les Togolais qui aspirent à travailler à la fonction publique puissent le mériter, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur région de provenance, leur communauté. Alors, qu'est-ce que Bahara dit? Il dit, et ça c'est un aveu de taille, il le dit clairement pendant la fête, toujours dans le sens de magnifier ce que Faure aurait fait pour leur préfecture. Il dit, lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et fils de la préfecture sont intégrés dans la fonction publique et dans les forces de défense. Je pense qu'il faut que les techniciens repassent cette deuxième partie pour que les gens écoutent très bien ce qu'il dit. Un agropole qui est en train d'être érigé. Nous savons que lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et de fils de Doufelgou sont intégrés dans la fonction publique au sein des forces de défense et de sécurité. Alors, cette fraîcheur de ce matin, voilà ce qu'il dit. Il dit, lorsque les occasions le permettent, beaucoup de filles et fils de la préfecture de Doufelgou sont intégrés dans la fonction publique et dans les forces de défense et de sécurité.
Et ces propos viennent du ministre de la fonction publique, celui qui est le garant des concours. Celui qui est le garant des concours. Et quand il dit, lorsque les occasions le permettent, c'est quelle occasion? C'est les concours. Lorsque on organise les concours, donc lorsque les occasions le permettent, c'est-à-dire les concours, lui, en tant que ministre, il réussit à intégrer beaucoup de fils et filles de sa préfecture dans ces concours-là. Donc, ça veut dire que ces concours ne sont plus des concours de méritocratie. Donc, parce que lui, il est ministre de la fonction publique, il réserve forcément un quota pour les siens. Les autres font comment? Les autres Togolais, ils font comment? Et il vient dire ça sur la place publique. Il vient exprimer ce communautarisme-là. Ce n'est même pas seulement le communautarisme. Il vient faire un aveu de corruption. C'est-à-dire, quand il y a des concours, lui, il fait tout pour que les gens de sa localité soient intégrés. Ça veut dire, c'est pas forcément, c'est pas, c'est-à-dire, il y a toujours des arrangements pour que des gens de chez lui soient nombreux à être intégrés lors des concours. Et il y a un autre ministre qui l'avait dit, il y a 2 ans. Et il y a un autre ministre qui l'avait dit il y a 2 ans, un certain Tchédé, ministre des pistes rurales. Vous vous rappelez de cette vidéo-là, ou bien de ce son, où le ministre disait, lors d'une réunion à Dapan ou bien à CKC, il disait, est-ce que leurs frères savent comment eux ils font pour les enrôler dans l'enseignement quand on fait les concours? Donc, voilà des gens qui eux-mêmes, ils vont sur la place publique et faire des aveux de ce qu'ils font de la République. Des choses que nous savons, que nous soupçonnons, que nous savons qu'ils font. Mais eux-mêmes, ils vont sur la place publique pour le dire. Maintenant, si lui, ministre de la fonction publique, qui doit être au-dessus de la mêlée, qui doit veiller à ce que tous les Togolais puissent réussir au concours de la fonction publique selon leur méritocratie. Il vient dire, les gens de chez moi, à chaque fois qu'il y a des concours, je fais tout pour vous mettre dedans, plus nombreux que les autres. Les gens de 5AC vont dire quoi? Les gens du Pendjal vont dire quoi? Ceux de Mandouri vont dire quoi? Ceux de, je ne sais pas, Guérenkouka, ceux de, je sais pas, ceux de Elavagnon, Agné, Blita, Atakpame, Dani, Anéron, Toum, je sais pas, Hébert, tous ces gens-là vont dire quoi? Ou bien ils vont attendre eux aussi qu'un des leurs arrive à la fonction publique pour qu'on puisse les intégrer massivement. Donc, c'est extrêmement grave qu'un ministre de la République puisse tenir des propos comme ça sur la place publique. Donc, nous avons toutes les raisons de douter de la fiabilité des concours qui sont organisés, des concours de la fonction publique qui sont organisés, puis c'est lui qui les organise. Donc, on peut par exemple aller ressortir la liste de tous ceux qui sont admis dans les derniers concours pour voir comment les gens ont réussi. On peut aller sortir la liste. On peut aller sortir la liste de tous ceux qui ont réussi dans les derniers concours pour voir comment est-ce que les gens ont réussi. Donc, voilà ce que le Togo est devenu. Si vous avez un frère quelque part, on dit souvent que tu ne peux pas avoir un frère sur le manguier et manger de la mangue non mûre en bas. Donc, c'est ce dicton-là qu'il respecte. Et cela est contre même les fondements même de notre République. Cela est contre même les principes même de la République, de la nation, qu'un ministre se déporte sur la place publique et déclare, Urubi et Ortibi, que à chaque fois que l'occasion s'y prête, c'est-à-dire quand il y a les concours, lui, il réussit à enrôler beaucoup plus ses frères, donc au détriment des autres. Au détriment des autres. Au détriment des autres. Je le dis, ça va faire du mal à certains vont mal le prendre, mais nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. De tels aveux sont inacceptables. Si quelqu'un trouve que c'est normal, la personne n'a qu'à venir me dire que c'est normal ce qu'il a dit. Ça, ce n'est pas normal. Ce serait un autre ministre qui l'aurait dit, comme le cas de Tchédé, on va le dénoncer. Ce serait un autre ministre qui l'aurait dit, on va le dénoncer. Quel que soit le ministre et d'où il vient, on va le dénoncer parce que c'est contraire au principe de la République. On ne bâtit pas une nation sur le communautarisme.
il y a des gens qui viendront dire non, non, c'est pas normal. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et Bawara, il fait 18 ans au gouvernement. Il est au gouvernement depuis 18 ans et je ne suis pas sûr qu'il soit loin des... après l'avoir écouté ce qu'il a dit à défaler là-bas, tous les mots assez élogieux qu'il a adressés à Faure Gnassingbé, je ne suis pas convaincu que dans la vie réelle, quand il se retrouve entre quatre murs, il dit les mêmes choses de son patron. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ça veut dire que ces gens-là, c'est une bande d'hypocrites. Sur la place publique, ils disent des choses auxquelles ils ne croient pas, et quand ils sont en privé, ils disent le contraire. Je ne suis pas convaincu que quand il se retrouve entre quatre murs, tout ce qu'il a dit de Faure Gnassingbé, il le dit aux gens qui le rencontrent. Vous voyez? Et donc, c'est des propos qui sont dangereux pour le pays. Parce que demain, quand on va proclamer les résultats d'un concours, les gens vont chercher à savoir, les gens qui réussissent là, ils viennent d'où? Ils sont qui? Ils sont le frère de qui? C'est ça la réalité. Et donc, les gens m'ont dit, ce n'est pas sur le mérite qu'on nous a recrutés, mais selon les affinités. C'est selon les affinités qu'on nous a recrutés. Et ça ne crée pas une république, ça ne consolide pas une nation. Donc, ça fait 18 ans que Bawara est ministre. On ne sait pas ce qu'il a fait d'extraordinaire depuis 18 ans. Hein, à part faire des sorties tonitruantes, insulter les opposants, insulter qui il veut. On ne sait pas ce qu'il a fait d'extraordinaire depuis qu'il est ministre. Ça fait 18 ans qu'il est ministre. Je pense qu'il faut qu'il aille se reposer encore un peu. Parce que là, il est en train de... je ne sais pas, il est en train de dire tout et n'importe quoi. Voilà ce que j'ai voulu dire sur le cas Bawara avec la sortie qu'il a eu à faire ces jours-ci. Et la sortie qu'il a eu à faire ces jours-ci, médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Je l'avais déjà dit. J'avais dit ça. Rappelez-vous, il y a de cela un mois ou un mois et demi, j'avais dit que Faure faisait les pieds des mains pour devenir médiateur dans la crise en RDC. Rappelez-vous, ceux qui suivent souvent mes lives là, je l'ai dit ou pas? Quand le conflit là a commencé, Faure revenait de Rwanda. Là, quand il était allé chez Kagame, Kagame l'a pris dans la Range Rover là. Kagame l'avait pris dans une Range Rover et il était tout souriant là. Donc, après ce voyage là, j'ai dit que, selon mes informations, Faure faisait les pieds des mains pour être désigné médiateur dans cette crise-là. Eh bien, c'est ce qui vient de se passer. Donc, moi, mes sources sont c'est-à-dire, moi, je sais ce qui se passe. Donc, quand il a commencé par faire ça, je savais que ça allait aboutir à ça. Donc, je l'avais dit, il y a un mois et demi, dans un de mes lives. Donc, le fait qu'on nous dit que c'est l'Union africaine qui le propose à travers le président angolais, ce n'est pas venu par hasard, c'est Kagame, c'est par Kagame qu'il est passé. C'est par Kagame. Bon, la RDC n'était pas très chaud, mais c'est par Kagame, parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est un peu faible, c'est vrai qu'il est proche de... il essaie de visiter Tshisekedi, il est proche de Kagame, mais au départ, les Tshisekedi, bon, ils pensaient bon, que d'autres pouvaient le faire. Mais maintenant que Tshisekedi, lui aussi, il est très faible, parce qu'il a perdu beaucoup de territoire. Bon, Faure, lui, il a fait passer son idée par Kagame. En fait, pendant qu'il est en train de consolider son pouvoir au Togo, il est en train de modifier les constitutions, il est en train de s'installer, de bétonner son pouvoir, de violer les constitutions au Togo, il cherche cette médiation-là pour entretenir une certaine aura sur le plan africain et faire oublier ce qui se passe à l'intérieur de son pays. C'est une stratégie de tous les dictateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un dictateur a des soucis, il essaie de soigner son image à l'international, sur le plan régional, pour que les médias puissent oublier ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Donc, il avait fait de l'autre côté, dans le Sahel, dans tous les problèmes qu'il y a eu là-bas. Et maintenant que dans le Sahel, bon, les choses, il n'y a plus d'ennemis comme ça, tout le monde s'est retiré. Maintenant, il trouve une autre occasion
pour pouvoir exister diplomatiquement, le temps que les médias, un certain nombre d'acteurs puissent oublier ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Le timing que vous voyez là, ce n'est pas gratuit. Le timing là, ce n'est pas gratuit. Pourquoi c'est maintenant? Ce n'est pas gratuit. Donc, nous devons dire ce qu'il est réellement. Nous devons dire ce qu'il est réellement. Nous devons dire ce qui se passe réellement dans notre pays. Nous devons insister sur le fait qu'il fait 20 ans au pouvoir et qu'il a succédé à son père qui a fait 38 ans. Et que pendant 20 ans, il n'a pas pu faire grand-chose et que son bilan est catastrophique. Nous devons insister sur le fait qu'il veut être un premier ministre sans être élu. Même pas un élu de village, même pas un élu de quartier. Nous devons insister sur ça. Ce sont les expressions que nous devons utiliser. Et saisir les gens qu'on doit saisir pour dire, écoutez, ce monsieur, il n'a aucune crédibilité. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Il ne fait rien. Voilà. Et ça, c'est le travail de l'ensemble des acteurs du changement. Pas seulement des journalistes que nous sommes, les activistes, société civile, les hommes politiques qui aspirent au changement. Chacun doit tenir un bout de la chose pour dire celui-là, il n'est pas crédible pour être médiateur parce que dans son propre pays, il n'est même pas capable de dialoguer avec son opposition. Il n'est pas capable de dialoguer avec des gens. Aujourd'hui, Ford n'accepte pas que les gens comme Tipi Achadam rentrent au Togo. Ford n'accepte pas que des gens comme Kofi Yamnian rentrent au Togo. Ford n'accepte pas que des gens comme François Boko rentrent au Togo. Ford n'accepte pas que des gens qui ont critiqué son régime rentrent au Togo. Les gens de la diaspora qui rentrent, on arrête les gens, on les fout en prison. Le cas Omolu, même ceux qui lui ont demandé pardon après l'avoir critiqué, comme le jeune Tim qui était en Allemagne là, je ne sais même pas comment il s'appelle. Il y a un gars qu'on a arrêté récemment qui était en Allemagne là, qui est rentré sur les cheveux blancs, les chevaux blancs là, avec beaucoup de bruit. Ouais, c'est ça. Un certain Baba Nana ou Chamola, voilà, ce gars. Il critiquait le régime et après il a tourné Kazakh, il a commencé par parler du régime, s'agenouiller, dit que force est son... Il est rentré au pays, on l'a pris. Donc, quelqu'un qui n'est même pas prêt de pardonner ses propres citoyens, il a son propre frère en prison pendant 15 ans, mais il veut aller servir de médiateur ailleurs. Donc, c'est à nous de ressortir tous ces incohérences-là pour dire, voilà le profil du personnage et ce n'est pas un personnage crédible pour aller jouer la médiation ailleurs pendant qu'il ne pardonne même pas ses propres citoyens. À la moindre critique, il envoie les gens en prison. Il est incapable d'initier un dialogue avec son opposition. Il est incapable de parler avec les leaders de l'opposition, de parler avec les responsables de la société civile. Ford ne parle même pas avec les syndicats. Pour Ford Gnassingbé, quand les syndicats font grève, c'est qu'on défie son autorité. Vous avez vu les syndicalistes à Lomé? Les gens ont fait des grèves, la STT, tout ça là. Il a refusé de les recevoir. Parce que pour lui, c'est que ce qu'il donne déjà au peuple togolais est suffisant et donc nous n'avons pas le droit de lui réclamer plus. On n'a pas le droit de lui réclamer davantage. Si on réclame plus, c'est qu'on conteste son autorité. Donc, il te fout en prison. C'est ça. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire sur cette interpellation de ce compatriote qui me dit on l'a pris comme médiateur, il faut que j'en parle. Voilà, donc moi c'est ce que je peux dire et c'est aux Togolais, de dire à l'opinion nationale, régionale et internationale qui est véritablement Ford Gnassingbé et pourquoi il cherche ces genres de médiation pour dissimuler ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Et ce qui se passe à l'intérieur de son pays mérite d'être connu de l'opinion internationale, notamment les violations des droits de l'homme, le refus d'obtempérer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui demande de libérer les prisonniers, le refus de voir ses opposants rentrer au pays, le refus d'organiser les élections transparentes, le refus de dialoguer avec la classe politique, l'interdiction des meetings, l'arrestation des journalistes. C'est à nous tous de dénoncer ça et de porter ça sur la place publique. Voilà ce que je voulais ajouter. Maintenant, je vais parler du Sénat et de sa figure de proue. On va parler du Sénat et sa figure de proue, notamment l'insubmersible, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, l'insubmersible Barry Moussa Barké. On va parler du Sénat et de l'insubmersible Barry Moussa Barké.
Donc, il y a eu le Sénat. Vous êtes tous au courant que nos fameux sénateurs, hein, ce que j'appelle les gens qui sont à la maison de retraite, hein, c'est des gens que Faure Gnassingbé a désignés, hein, qui sont à la maison de retraite, tranquilles, hein, qui vont bouffer l'argent du Togo et qui vont se faire payer tranquillement, hein, pendant que nous n'avons pas d'hôpitaux, pendant qu'on n'a pas de plateau technique relevé, pendant qu'on n'a pas de bourse pour les étudiants, on n'a pas de bourse pour les élèves, on a les écoles qui sont décoiffées par je ne sais pas comment dire ça, par les intempéries. Je voudrais demander à la technique de passer l'école primaire de la résidence à Tablibo. Hein, c'est une école primaire dont les toits ont été décoiffés cette semaine par les premières pluies qui sont tombées dans la partie méridionale du Togo. Il faut passer cette image-là avant. Voilà, il faut passer cette image-là avant la photo de Bari Moussa Barké. Et donc, cette école qui est totalement décoiffée, on n'a pas l'argent pour réparer les écoles, pour équiper les lycées scientifiques de laboratoire, pour équiper l'université de laboratoire. Mais on a de l'argent. Pour payer des sénateurs, des vieux qui ont eu toute leur carrière dans le régime, qui devaient normalement être à la retraite, se reposer tranquillement. On leur crée une maison de retraite et on essaie de les parquer là-bas pour qu'il y ait moins de bourdonnement. Vous savez, dans le système de la mafia, les gens se tiennent jusqu'à mort. Voilà, ça c'est une école à Tablibo, l'école primaire de la résidence à Tablibo, dont le toit a été décoiffé par un vent violent cette semaine. Nous sommes à Tablibo, école primaire de la résidence à Tablibo. Nous sommes dans une zone minière. On a au moins ici 3 ou 4 entreprises qui exploitent les mines dans ces localités-là. Voilà les écoles qui ont été décoiffées par un vent violent cette semaine à Tablibo. Et voilà dans quelles conditions on attend. Là, maintenant, on attend qu'on cherche les moyens pour aller acheter des tôles pour refaire les écoles. Et pendant ce temps, on a de l'argent pour entretenir des vieux pépés et des vieilles mémés, ou je ne sais pas comment on les appelait, qui ont passé toute leur vie à faire des dégâts économiques, à être impliqués dans les dossiers de corruption, à voler de l'argent, à détourner des milliards. Et ces gens-là, on va les parquer dans une maison de retraite qu'on appelle le Sénat, et tout le monde est tout souri. Et ça, c'est le Togo, ça. Ça, c'est à Tablibo. À Tablibo, on a au moins 3 usines de cimenterie. L'école n'est même pas clôturée, les travaux ont été mal faits, et première pluie, premier vent, tout est parti en fumée. Et voilà le Togo profond qu'on ne montre pas souvent. Et quand vous montrez ça, on dit, ah voilà, il ne faut pas montrer ces endroits-là. Et ça s'est passé cette semaine. Hein. Ça s'est passé il y a 2 ou 3 jours à l'école primaire de la résidence à Tablibo. C'est comme ça que l'école s'appelle, l'école primaire de la résidence à Tablibo, à 75 km de Lomé, comme quelqu'un le dit dans les commentaires. Je ne pense même pas qu'on est à 75 km de Lomé. Voilà. Voilà dans les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Et voilà. Donc, merci à la technique. Vous pouvez enlever la vidéo. Et je vais poursuivre mon allocution. On a eu un bureau de Sénat composé d'individus dont on peut facilement faire le portrait. Mais celui qui nous intéresse le plus dans cette histoire-là, je lui avais déjà consacré un live, c'est Bari Moussa Barké, l'insubmersible Bari Moussa Barké, l'homme qui a été cité dans tous les scandales financiers au Togo, depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour, et qui n'a jamais été inquiété. En fait, avec celui qui a été enterré il y a quelques jours là, ce sont les disques durs en matière de magouille, de fraude, de corruption, de détournement de milliards. Ce sont les vrais dépositaires de secrets des Gnassingbé. Donc les Gnassingbé ne peuvent jamais se séparer de ces gens-là. Et autant avec le père que le fils,
il y a eu énormément de choses qui ont été faites ensemble qui font que Faure Gnassingbé ne peut jamais se séparer de quelqu'un comme Barry Moussa Barké parce qu'il a besoin de les tenir jusqu'au bout. Il sait que ce sont des gens qui sont assez âgés et qui, par la sélection naturelle, vont partir peut-être bientôt ou bien pas très longtemps. Donc, il a besoin de les garder jusqu'à ce qu'ils nous partent dans la tombe avec tous les secrets de la République. Et donc, de temps en temps, il flatte leur ego, il leur donne un peu de responsabilité pour leur dire « Ouais, papa ne vous a pas oublié, moi aussi je ne vous ai pas oublié. Il faut qu'on soit ensemble, il faut que vous soyez fidèles jusqu'au bout. » Alors, moi, je ne vais pas refaire le parcours de Barry Moussa Barké ici. Tout le monde le connaît, en tout cas, peut-être les jeunes. Mais c'est quelqu'un autour duquel on a construit un mythe. Hein? On a construit un faux mythe, comme les attentats de Sarakawa et tout ce que vous savez là, que quand il a étudié en Europe, à la Sorbonne, on a écrit sur le mur de la Sorbonne, quand vous arrivez, que faites comme Barry Moussa Barké. Bon, ceux qui sont en France, beaucoup sont allés à la Sorbonne, ils n'ont jamais vu ça nulle part. Il n'y avait rien comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on nous a dit, quand on était au cours primaire, qu'il y avait un Togolais tellement intelligent. Il était plus intelligent que Einstein. Voilà. Donc, mais on n'a jamais vu ce qu'il a inventé. Il était tellement intelligent que quand il a fréquenté chez les Blancs, il dépassait les Blancs, même les Blancs étaient derrière lui. Et à la fin, quand il a eu les diplômes, on a écrit sur la Sorbonne, faites comme Barry Moussa Barké. Bon, les gens qui sont en France là, vous avez vu, ceux qui vont à la Sorbonne, vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu, on a écrit sur un mur quelque part là-bas, que faites comme Barry Moussa Barké. Zéro cocorico. Tout ça, c'est des trucs qu'on a inventés pour construire des mythes. Et à la fin, ces gens-là, ils sont arrivés de l'extérieur, ils n'ont servi qu'à plomber leur pays, à détruire leur pays pendant toute leur carrière. Et ils continuent de faire des trucs pendant que les jeunes sont en train de souffrir et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, Barry Moussa Barké, et je vais évoquer deux faits majeurs. On connaît son rôle dans les phosphates, je vais évoquer ça tout à l'heure, au port autonome de Lomé, je vais évoquer, au ministère des Finances. Partout où il est passé, on connaît les dégâts qui ont été créés par Barry Moussa Barké. Et il fait bien d'être discret, parce que celui qui est mêlé à ces genres de choses ne fait pas de bruit, pour que, au moins au niveau de la République, on puisse un peu l'oublier. Voilà. Et donc, le premier sujet sur lequel je voudrais évoquer le cas de Barry Moussa Barké, c'est la lagune de Lomé. Vous savez que Barry Moussa Barké, il est hydraulicien. Il est hydraulicien. Vous savez, sur les questions de l'assainissement, il y a plusieurs